Alors, dans le papier que l'on vous remettra tout à l'heure, j'écris tous les mois, et je l'avais dit il y a quelques mois, dans cette crise de la zone euro, on a donné des faux médicaments. C'est-à-dire qu'on a essayé de colmater les brèches. Et je m'étais permis d'écrire, pourvu que ce malade ait à nouveau 42 de fièvre, pour qu'on puisse avancer. Eh bien, on y est. Et le titre du papier de ce mois-ci, c'est le malade est à l'agonie, inévitablement des médecins sont chevés. Donc effectivement, dans cette zone euro, soyons très lucides, il n'y aura pas d'éclatement de la zone euro. L'Allemagne n'y a aucun intérêt. La France n'y a aucun intérêt. L'Espagne n'y a aucun intérêt. J'écarte le problème de la Grèce. On ne veut pas que la Grèce sorte. Mme Merkel rêverait que la Grèce sorte de la zone euro, puisqu'il triche. Et qu'en fait, lorsqu'on regarde les rapports qui datent de 1859 sur l'économie grecque, il n'y avait déjà pas de perception d'impôt. Donc, sincèrement, la Grèce ne compte pas 2% du PIB. Le problème de la Grèce, c'est que si, le 17 juin, les élections font qu'effectivement, ils rejettent le plan d'austérité, ça va obliger à passer 350 milliards d'euros à la poubelle. Ça veut dire qu'effectivement, le contribuable français, le contribuable allemand, la Banque Centrale Européenne, la Communauté Européenne, va devoir, en un temps très court, passer 350 milliards d'euros à la poubelle. Il est préférable de gagner du temps, c'est-à-dire d'être conscient que ces 350 milliards, ils ne peuvent pas les payer, puisqu'ils n'ont plus de croissance. L'austérité tue la croissance. Donc, l'idéal, c'est d'étaler petit à petit, je dirais, le haircut, c'est-à-dire le fait de couper cette dette dans le temps et de ne pas le faire en une seule fois. Si, parce que dans ces élections grecques, on en parle quand même, vous voyez, tous les partis, même le parti de gauche, Syriza, dit on ne veut pas du plan d'austérité, mais on veut rester dans l'euro. Ils ne sont pas fous. La Grèce a 6% de son PIB représenté par l'industrie. La Grèce n'est pas exportatrice. Comme je dis en rigolant, soit vous allez manger du tarama 5 fois par jour, et de la feta, soit n'importe comment, on ne peut pas sauver la Grèce. Et les réservations touristiques pour cet été en Grèce sont en recul de 40%. On ne peut même pas s'appuyer sur le tourisme pour dire que la Grèce va repartir. Donc à partir de ce moment-là, ils sont tous d'accord pour rester dans l'euro, parce que s'ils dévaluent le braque de 50 ou 60%, tout ce qu'ils importent va leur coûter 60% plus cher. Bien évidemment, l'État grec va se mettre en faillite. D'ailleurs, pas de problème, 350 milliards, on tire un trait. Mais toutes les PME grecques, tous les ménages grecs vont affronter en euros pour se retrouver du jour au lendemain avec une dette 50 à 60% plus chère. Donc, bien évidemment, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Peut-on imaginer, pourquoi pas, qu'en fait, ce soit nous, Européens, qui disent à la Grèce, vous ne voulez pas respecter le plan d'austérité qu'on vous a donné? Pas de problème. On vous coupe l'eurosystème, c'est-à-dire qu'on vous coupe tout système de refinancement. Et comme ils sont complètement en faillite, là, ils seront effectivement en faillite et ils sortiront de la zone euro. On ne connaît pas, bien évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours. Je dirais qu'importe, 2% du PIB, le risque, c'était la contagion, et il faut éviter le risque de contagion à l'Espagne. Alors on dit, on va faire de la relance. Monsieur Hollande, parti, le président de la République, mais il l'avait dit bien avant, il faut faire de la relance. Petite parenthèse, il a complètement oublié que Mme Merkel et M. Sarkozy, dans une conférence de presse du 2 décembre, soit quelques jours avant la conférence du 8 décembre, disaient il faudra envisager de la relance. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'argent pour faire de la relance. Quand vous faites de la relance, vous faites ce qu'on appelle la politique keynésienne. C'est-à-dire que comme les ménages qui savent qu'on est un peu quand même dans l'embarras ont plutôt tendance à augmenter leur taux d'épargne, c'est-à-dire que le taux d'épargne des Français ne fait que monter, et il va encore monter, puisque l'inquiétude provoque l'épargne. C'est l'État qui doit faire de la relance. Le problème de la relance keynésienne, petit 1, on n'a plus d'argent, on n'a plus les moyens. Et puis la relance keynésienne, c'est très bien, c'est-à-dire c'est des dépenses publiques, ça marche pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on est à nouveau dans le trou. D'autre part, lancer des travaux d'infrastructure en Espagne, en Grèce ou au Portugal pour les aider, quelle idée! Vous prenez votre voiture, vous allez dans ces pays-là, les infrastructures, elles sont nickel. Ils ont des infrastructures que nous, Français, on pourrait leur envier. Pourquoi? Puisque l'exemple de la Grèce, du jour où la Grèce est rentrée, c'est 500 milliards d'euros qu'a donné la communauté européenne à ce pays, pour, je vous le rappelle, 12 millions d'habitants. Le salaire des fonctionnaires grecs a augmenté de 136% dans les 10 dernières années, lorsque le salaire d'un fonctionnaire européen a augmenté de 30%. Donc il n'y a pas photo, ça ne sert à rien. La seule solution, selon moi, et je ne suis pas le seul maintenant à le dire, c'est qu'effectivement, il va falloir donner de l'air. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, que malheureusement, quand on regardait dans l'histoire économique, les crises de l'endettement demandaient 10 ans pour se résoudre,
La crise de 1929-1932, les ménages américains ont mis 16 ans pour se désendetter. Ça veut dire que là, la grande bêtise que l'on fait, c'est dire à l'Espagne, de dire à ces pays endettés, il faut que vous soyez dans les normes maastrichtiennes à partir de 2015, 2014, 2016. Il va falloir donner de l'oxygène, c'est-à-dire de leur dire, vous allez desserrer vos plans d'austérité et vous allez avoir un peu plus de temps pour arriver à respecter des déficits budgétaires tels qu'ils doivent être faits dans les pays. Mais oui, à la condition sine qua non, et ça c'est très important, que vous signiez avant tout la règle d'or. C'est-à-dire que vous ayez un engagement constitutionnel du fait que dans l'avenir, vous ne dépasserez pas 3% du PIB par an. Or, paradoxe, c'est que la Grèce aujourd'hui, son déficit annuel, c'est 2% du PIB. Donc, quelque part, elle correspond. L'Italie a des excédents primaires. C'est-à-dire que les impôts perçus en Italie, et en dépit de la fraude fiscale bien connue dans ce pays, couvrent largement les dépenses de l'État. Le problème de l'Italie, c'est le poids de la dette. Le problème de l'Irlande, l'Irlande avec 65% de dette sur PIB, donc était un très bon élève. Le problème, c'est qu'elle a nationalisé ses banques, elle a pris toutes les dettes des banques dans le budget public. Et l'Irlande est passée de 65 à 100% de dette sur PIB. Donc il va falloir donner du temps. Il n'y a pas d'autre alternative. On va utiliser les fonds structurels. On va utiliser la Banque européenne d'investissement pour bien évidemment essayer de faire de la recherche, essayer de créer de l'innovation, car l'innovation, c'est ce qui crée la croissance. Et vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas parce qu'on va donner des milliards pour essayer d'avoir des entreprises technologiques, des entreprises d'innovation, pourquoi pas dans les énergies renouvelables, on ne va pas avoir les résultats au bout de 3 mois. Monsieur Draghi, président de la BCE, qui est intervenu encore hier, a dit les banques centrales ont fait leur devoir, maintenant c'est au rôle des politiques. Et ce que l'on veut voir, c'est des réformes structurelles. C'est-à-dire qu'il faut restructurer le pays. Arrêter en France de commencer à travailler pour soi à partir du 22 juillet. Parce que jusqu'au 22 juillet, tout ce que vous produisez, ça sert à faire fonctionner l'État. Et c'est qu'à partir du 22 juillet que ce que vous produisez vous permet de vivre pour vous. Donc, tout ça va demander du temps. Donc, ça ne peut passer, effectivement, qu'à quelques petites actions extrêmement ciblées, et bien évidemment, par quelques actions de réforme de structure qui sont inévitables. Et on attendait, on espérait, puisque je vous rappelle qu'au sein de cette zone euro, on a un taux d'intérêt de 1%. Lorsque le Japon est à 0,15, l'Angleterre à 0,50, et les États-Unis à 0,25. On se dit, puisque l'inflation baisse, parce que dans une période de désendettement, quel est le risque? C'est la déflation. La déflation, c'est-à-dire cette pression baissière sur les prix. Et quel est le risque de la déflation? Le risque de la déflation, c'est simple. C'est que si vous avez envie de changer de voiture, vous allez attendre 6 mois de plus. Parce que la petite publicité que vous voyez sur la Polo Volkswagen à 9 990 € tout équipé, il y a une bonne probabilité que dans 3 mois, vous ayez la même voiture à 9 550 €. Et donc, vous allez vous dire, ben, je vais attendre. Et c'est ce qui s'est passé sur l'immobilier américain. Quand vous aviez le jeune ménage qui commençait à travailler, qui habitait encore chez papa et maman, qui voyait le petit jardin avec le drapeau américain et la petite maison mignonne, et qui voyait que la maison, elle valait 200 000 $, qu'au bout de 3 mois, elle valait 175 000 $, au bout de 6 mois, 150 000 $ et 130 000 $, ils se sont dit, on va attendre. Fort heureusement, dans le même temps, les loyers ont augmenté aux États-Unis, et on a effectivement aux États-Unis, autre bouffée d'oxygène, une stabilisation du marché de l'immobilier, et on a même des hausses de prix de l'immobilier depuis 3 mois. Ne rêvons pas, c'est pas reparti du feu de Dieu. Mais on est arrivé à la fin de la décrue, même si malheureusement il y a encore des saisies. Or, bien évidemment, ce qu'on vit actuellement, c'est des tensions sur le taux du 10 ans espagnol, qui était à 6,50, il est à 6,20 ce soir. La problématique, c'est bien évidemment que l'État espagnol se refinance hors de prix, mais que surtout les Espagnols qui ont emprunté à taux variable. Donc plus le taux d'intérêt monte, plus la charge d'intérêt qu'ils doivent rembourser monte. Et on arrive bien évidemment dans un corner. Avantage de la réserve fédérale, quand M. Bernanke a fait ce qu'on appelle ces politiques non conventionnelles, qu'on appelle quantitative easing numéro 1, quantitative easing numéro 2, twist, puis baisser ses taux, c'est qu'il a agi sur 2 secteurs qui lui paraissaient importants. Lutter contre la déflation, c'est-à-dire éviter ce qu'on a vécu en 1929, et puis petit 2, faire en sorte que les taux d'intérêt américains soient le plus bas possible. Et rappelez-vous qu'au mois d'août dernier, les Américains avaient perdu leur notation 3A par les agences de notation,
et depuis le 10 ans américain a baissé d'une manière significative. Ça veut dire que les Américains qui ne s'attaquent pas à leur déficit, ou à la taille du déficit, ont au moins un avantage aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'ils doivent refinancer leur dette, ils la refinancent entre 1,70 et 1,80%. Alors les Allemands en ont bénéficié aussi, c'est-à-dire que le 10 ans allemand était il y a 8 jours, c'est pas aussi vieux que ça, à 1,25%. Le 2 ans allemand, c'est-à-dire que vous allez placer de l'argent sur du 2 ans en Allemagne, vous touchez 0,07%. Je vous rappelle que l'inflation est aux alentours de 2,2. Ça veut dire que vous perdez de l'argent. Mais comme on est dans une période où à la fois il y a une aversion au risque, les grands investisseurs, dans ces périodes de turbulence, préfèrent aller acheter de l'obligataire. De l'autre côté, vous avez toute la mise en place des réglementations bancaires et réglementations pour les assureurs, où on leur dit il faut que vous ayez des fonds propres. Les actions, ce n'est pas des fonds propres. C'est des produits sans risque. Donc ils n'ont pas d'autre alternative plus dépendante de la zone euro qu'elle ne l'était probablement dans les dernières années. Et là, parlons pas des Français, parce que si on sort de la zone euro, rappelez-vous, pour ceux qui ont mon âge, l'époque de Soros, quand le franc français était attaqué, que le taux d'intérêt était à 14 ou 17%. Donc, bien évidemment, aucun intérêt pour nous non plus.